s'agit cet après-midi de la première conférence du Rex BIM Tour, organisée par la fédération Sinov, qui est, comme vous le savez, la fédération des syndicats des métiers de la prestation intellectuelle, du conseil, de l'ingénierie et du numérique. Cette conférence est organisée en partenariat avec 3 organisations. Le pôle Fibre Énergie Vie, qui est une association implantée en Alsace-Lorraine, chargée d'animer et de structurer la filière innovation, de faire émerger et d'organiser le pilotage de projets collaboratifs. Cette conférence est également réalisée en partenariat avec le Conservatoire national des arts et métiers Grand Est, qui est un établissement public de l'État, comme vous le savez, qui a pour mission la formation continue, la recherche et l'innovation, la diffusion de la culture scientifique et technique. Et enfin, 3e partenaire de cette conférence, l'Institut de promotion des techniques de l'ingénierie et du conseil, l'IPTIC, qui est l'organisme de formation professionnelle de la branche de l'ingénierie, du numérique et du conseil. Alors avant de passer la parole à nos nombreux intervenants de l'après-midi, vous verrez, c'est assez dense. Je vais vous rappeler quel est le contenu du programme de cet après-midi. Alors, nous parlerons d'abord de l'actualité du BIM et des acteurs du BIM, et en particulier des actions internationales, nationales et régionales menées par la Fédération Sinov, mais également par ADN Construction, qui vous sera présenté tout à l'heure. Ensuite, nous assisterons à la présentation, au témoignage par des professionnels d'une sélection d'opérations, témoignages qui porteront sur leur pratique du BIM dans le cadre d'opérations en cours. Après une rapide pause, nous débattrons de 3 questions principales. La question de savoir pourquoi les maîtres d'ouvrage, les maîtres d'œuvre, les entreprises ont intérêt à adopter le processus BIM. La question est simple et vous verrez que les réponses sont variées et pas si évidentes que ça. Nous débattrons aussi de savoir quels sont les gains attendus pour l'exploitant et mainteneur qui utilise le BIM. Cette question est importante, vous le verrez tout à l'heure également. Et puis nous évoquerons des exemples de formations professionnelles actuellement en cours pour le monde de l'ingénierie et des techniciens, de manière à monter en compétences sur le BIM. Et enfin, dernière partie, nous donnerons la parole à nos 3 partenaires de cette conférence qui se succéderont donc pour expliquer pourquoi ils se mobilisent pour le BIM et ce que cela signifie pour eux. Notre après-midi sera clôturé par Dominique Sutra-Delgali, qui est le président de la Fédération Sinov, et elle sera débutée dans un instant par Karl Marotta. Mais avant de débuter cette conférence, je veux vous rappeler que c'est une conférence, elle est faite pour vous, et donc je vous invite à poser les questions pour lesquelles vous avez des choses, poser des questions pour avoir les réponses auprès de nos intervenants, mais aussi éventuellement apporter des témoignages, parce que certains d'entre vous connaissent les opérations BIM et peuvent enrichir cette conférence et les interventions à travers leurs témoignages. N'hésitez pas, après chaque intervention, je vous proposerai de réagir dans la salle, et il est important que ce jeu d'aller-retour, de questions-réponses, soit établi pour enrichir cette conférence, c'est très important. Voilà, pour introduire cette conférence, j'invite Karl Marotta à cette tribune. Karl Marotta, je vous invite donc à venir ici. Je rappelle que vous êtes secrétaire général de Sinov Grand Est et que par ailleurs vous êtes également directeur du cabinet Clément et Associés Grand Est. Le cabinet Clément et Associés qui est spécialisé dans les montages contractuels d'opérations de bâtiments et d'infrastructures. Karl, c'est à vous. Mesdames, Messieurs, chers collègues, chers amis, c'est avec beaucoup d'enthousiasme et de fierté que j'ai le plaisir de vous accueillir à la Maison de l'Année pour cet après-midi consacré à la maquette numérique. Organisée par la Fédération Sinov, cette édition que nous accueillons pour la première fois dans le Grand Est se veut justement la première d'une série qui sera déclinée dans toutes les régions de France tout au long de 2019 et les années suivantes. Mon passé de syndicaliste
et Vincent Saverino, l'ancien président de Sinov Grand Est, m'ont poussé à participer aux réunions du conseil d'administration de notre association régionale. Réunions qui, vous le savez certainement si vous faites partie d'associations, sont des pièges formidables pour les bisous comme moi. Vous arrivez pour prendre un café, faire connaissance de collègues, et vous repartez avec un mandat et des responsabilités. Me voici donc propulsé il y a 2 ans, secrétaire général aux côtés de Grégory Imbert, notre président de la région actuelle, qui s'excuse de ne pouvoir être présent aujourd'hui, plus par conviction que par réelle connaissance de la fédération Sinov, des syndicats professionnels de branche et des enjeux interprofessionnels de l'ensemble des sociétés concernées. À propos de Sinov, la question qui me vient souvent, ou qui m'est posée le plus souvent, c'est pourquoi adhérer à Sinov ? Bien parce que Sinov, c'est une fédération représentant les PME, avec 10 syndicats professionnels, autour de métiers de l'ingénierie, du conseil et du numérique. Des PME ancrées dans leur territoire, autour de 15 implantations géographiques régionales. Sinov, c'est un acteur incontournable du paritarisme et de la représentativité. C'est enfin une grande famille, avec de multiples services et un réseau de professionnels reconnus. Mais en dehors de ces réponses institutionnelles, la réponse pragmatique, pour faire face au quotidien, tarde pourtant à venir. Les propositions d'autres organismes et de prestataires assaillent nos boîtes mail, si bien que nous ne les lisons plus. Et nous en sommes toujours au même point, pourquoi choisir Sinov ? Eh bien, j'ai avec cet après-midi une réponse concrète à vous proposer. Voulue, créée et à destination des adhérents Sinov. Les informations que vous aurez tout au long de cet après-midi, durant les différents temps d'échange de notre manifestation, s'adressent directement aux professionnels des TPE et des PME. Le Rex BIM Tour en région est une action pilotée par la fédération autour de la thématique du BIM. Cette action a été imaginée pour partager des retours d'expérience à partir de projets réalisés en processus BIM. La démarche du Rex BIM Tour a pour objet de démystifier, simplifier et confronter les approches à toutes les étapes du projet, de la conception à la maintenance. Les échanges de cet après-midi seront d'autant plus de morceaux uniquement parce que nous n'avons pas la vérité, sur la maquette numérique affectueusement appelée BIM, mais aussi des éléments sur son utilisation, sa portée et la vision qu'en ont les différents acteurs de l'acte de construire. Nous ne vivons pas dans un monde clos, et la maquette numérique nous invite justement à nous décloisonner encore plus. Nous, les TPE-PME, sommes des acteurs au contact d'autres acteurs ici présents dans la salle et que je remercie pour leur participation, maîtres d'ouvrage, entreprises, bureaux d'études, décideurs, qui définissent les contours de la maquette numérique, la réalisent, l'utilisent ou l'exploitent. C'est dans cet environnement interconnecté que nous avons souhaité créer cet événement afin d'échanger sur nos pratiques, confronter nos visions, coordonner nos actions futures, préparer et former autour de ce formidable outil qu'est la maquette numérique. En effet, pour moi, elle reste un outil, certes plus sophistiqué que les précédents, apportant l'efficacité, la sécurité et la rentabilité à l'acte de construire, mais ce n'est qu'un outil. C'est donc à nous, tous ensemble, car nous interagissons par son intermédiaire, de savoir ce que nous voulons en faire et comment nous voulons le faire. C'est tout l'objet des échanges de cet après-midi que je vous souhaite profitables. Je vous remercie. Merci. Merci Karl Marotta. Alors, pour évoquer les actualités de Sinov en matière de BIM, j'invite Julien Mercier à cette tribune. Julien Mercier, je rappelle que vous êtes animateur du groupe de travail BIM et transition numérique de la Fédération Sinov. Ah oui, c'est un piège là, par là. Il faut en fait monter exclusivement... Bravo. Et président de Sinov Auvergne. Vous êtes par ailleurs directeur du bureau d'études Impact, spécialisé dans l'assistance et le management de projets BIM. Voilà, Julien, c'est à vous. Bonjour à tous. J'avais prévu des slides. Oui. Alors déjà, quelques chiffres. Le BIM en France. Le BIM en France, on en parle depuis 2014.
Certains d'entre vous n'étaient pas forcément au courant, mais globalement, depuis 2014, et c'est Madame Pinel, alors ministre du Logement, qui avait lancé cette opération, le PTNB, qui avait pour vocation, en fait, d'accompagner la filière du bâtiment dans le domaine du BIM. Donc il y a eu énormément d'expérimentations qui ont été mises en œuvre, des appels à projets. Peut-être que certains d'entre vous ont pu participer à ces appels à projets. Mais c'est aussi le démarrage et la création du GTBIM Sinov. Pourquoi ? Parce qu'on s'est aperçu très rapidement au sein de la fédération que le BIM était un enjeu fort pour les années à venir au niveau de la maîtrise d'œuvre, donc des bureaux d'études, et du monde de la construction en général. Et également que le BIM, qui n'est pas forcément un outil, malgré ce que m'a dit mon collègue, mais plutôt un processus de travail, aurait aussi une incidence sur tout ce qui va toucher au niveau des lois et des réglementations. Donc aujourd'hui, le GTBIM et Transition Numérique travaille beaucoup en fait pour participer aux différentes commissions qu'il peut y avoir au niveau national, au niveau des ministères, notamment sur la loi Elan, donc vous avez dû certainement en entendre parler, la loi ESSOC, que vous connaissez peut-être un petit peu moins, qui est le permis d'expérimenter. Donc concrètement, c'est la possibilité de déroger au code de la construction pour pouvoir mettre en œuvre des solutions innovantes. Donc c'est quelque chose sur lequel on travaille. Mais le rôle d'une fédération, c'est effectivement d'aller dans le sens de l'histoire, c'est-à-dire la digitalisation et la numérisation de nos métiers, mais aussi d'être garant d'une certaine éthique, de telle sorte que ça ne puisse pas mettre en porte-à-faux ou porter préjudice à nos métiers. Parce que, comme vous avez pu le voir, aujourd'hui, le numérique va très vite. Il y a de nouveaux acteurs qui arrivent, notamment des startups, etc., qui proposent des nouveaux services. Et il faut être vigilant, aller dans le sens de l'histoire, tout en ayant quand même conscience qu'il faut que tous les acteurs puissent participer à cette transition numérique. 2018, donc c'est la fin du PTNB, comme vous avez peut-être pu le voir dans les différents journaux. Et aujourd'hui, donc, c'est ADN Construction, donc Gilles Charbonnel, qui nous fait l'honneur de sa présence, pourra mieux en parler que moi, qui prend le relais, en fait, du PTNB. La fédération Sinov est un des membres fondateurs de ADN Construction et le GTBIM est devenu fédéral. Concrètement, pourquoi ? Il faut savoir qu'historiquement, le GTBIM était rattaché au syndicat construction, donc plutôt orienté, on va dire, bureau d'études, fluide, structure, etc. Et on s'est aperçu très rapidement que le BIM était très transversal et donc il est devenu intersyndical, ce qui veut dire que pour ceux qui ont pu pratiquer le BIM, il faut savoir qu'aujourd'hui, ça ne concerne pas que les métiers de la construction pure, ça va toucher l'ensemble de l'écosystème des maîtres d'ouvrage, etc. Par exemple, si un maître d'ouvrage décide de se lancer de ses opérations en processus BIM, elle va vite s'apercevoir que effectivement les entreprises devront se mettre à la page, mais également ses services internes. On a accompagné par exemple la ville de Besançon sur ces sujets-là. Le DSI était impliqué, l'organisation interne était impliquée, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on parle aussi d'ergonomie, de management, on parle d'énormément de métiers qui vont être impliqués directement dans cette digitalisation en fait, des processus. Alors, si on parle du BIM, quelques chiffres rapidement. Aujourd'hui, le taux d'appropriation du BIM en France, donc ça c'est les chiffres du PTNB, vous voyez que globalement entre 2016 et 2017, on a fortement augmenté en fait l'appropriation. Qu'est-ce qu'on entend par appropriation ? C'est simplement des sondages qui sont faits pour dire est-ce qu'aujourd'hui vous travaillez en BIM ? On voit que la maîtrise d'œuvre est de l'ordre de 50% et qu'au global, on a un taux d'appropriation de 35%. Il faut prendre un peu de recul parce que les chiffres, on leur fait dire un peu ce qu'on veut. Globalement, c'est plutôt en personne qu'en bureau d'études. Ça ne veut pas dire que 35% des entreprises travaillent en BIM, parce que nous, on travaille sur le sujet, ce n'est pas forcément la réalité. Mais on va dire que le nombre de personnes qui sont impactées dans le monde de la construction, on serait a priori sur l'ordre de 35%. Si je vous montre ce graphique, c'est qu'aujourd'hui, on est passé d'un stade, on va dire, de curiosité, parce que nous, le BIM, on en fait depuis plusieurs années. En 2014, quand il y a eu le PTNB, effectivement, il y avait énormément de salons, le BIM World, etc. Tout le monde était assez émerveillé par ces maquettes, etc. Mais il n'y allait pas forcément. Et aujourd'hui, on va dire que depuis 2017-2018, les gens maintenant se disent « Ah ouais, ça m'intéresse, je veux commencer à regarder et savoir comment, concrètement, je vais pouvoir m'intégrer dans un processus BIM ».
Si on fait un rapide focus sur les marchés publics, on a vu tout à l'heure que l'intégration du BIM au sein des cabinets d'architecture, bureaux d'études et autres était en forte croissance. On voit également qu'au niveau des marchés publics, pour ceux qui ont l'occasion de répondre à ce type de marché, on a une croissance aussi qui est assez forte, puisque 2013-2014, on est au tout début du plan. Et là, 2016-2018, vous voyez, on a multiplié par 3-4 le nombre de projets qui sont impliqués. Ce qui veut dire qu'on est vraiment dans une dynamique forte d'intégration du BIM à tous les niveaux, donc au niveau des marchés, des entreprises. Donc là, j'allais dire on est en marche, mais c'est tout de suite un peu délicat de dire ça, mais on va dire que globalement, tout avance dans le bon sens au niveau du BIM. Alors, l'objectif BIM, il faut être quand même assez vigilant, c'est ce qu'on dit aussi à nos adhérents au niveau de la fédération, c'est qu'effectivement, tout va assez vite. Ça peut être effectivement une très bonne opportunité d'aller de l'avant, etc. Mais il faut aussi prendre le train en marche, parce qu'on peut rester aussi au fond de la mine. Parce qu'aujourd'hui, les choses, comme je vous l'ai dit, vont très vite. Et si je reviens en fait sur le travail qui est opéré au niveau du GT, je vous l'ai expliqué, on travaille beaucoup au niveau des lois, etc. Mais ce qui est très important, et c'est ce qui nous réunit tous aujourd'hui, c'est qu'au-delà, on va dire, des sphères politiques et des choix qui sont faits et des orientations qui sont faites, c'est de savoir concrètement au niveau des régions comment les gens peuvent s'approprier le processus BIM. Et l'idée du Rex BIM Tour, c'est effectivement de faire partager l'expérience que certains ont pu avoir, l'expérience aussi qu'on peut avoir au travers des échanges qu'on a avec d'autres organisations professionnelles, et d'aller au plus près du terrain pour échanger et surtout avoir vos retours à vous, savoir quels sont vos besoins, quelles sont vos interrogations. On n'a pas forcément les réponses au niveau de notre GT et notre groupe de travail, mais c'est simplement de voir aussi pour les entreprises qui sont dans différentes régions, parce que les régions n'ont pas forcément le même niveau de maturité, c'est de savoir quels sont les questionnements que vous pouvez avoir, qu'est-ce qui aujourd'hui peut vous freiner pour avancer dans le BIM. On parle souvent d'un côté financier, mais avec l'expérience, en fait, on voit que c'est plutôt un problème humain d'organisation, c'est-à-dire la résistance au changement, les problématiques de recrutement, etc. Donc c'est effectivement d'avoir ces retours-là et d'échanger ensemble sur qu'est-ce qui peut faire avancer la profession au sens large pour aller plutôt là, plutôt que de rester là. Voilà. Merci Julien, merci. Une petite question quand même, parce que d'entrée, je crois qu'il faut quand même qu'on définisse un petit peu le BIM. Pas tout à fait un outil, plutôt un processus, une base de données certainement très puissante, une maquette numérique. C'est quoi le BIM, si on définit un petit peu simplement ? Alors la définition, il y en a une multitude, mais moi je pars de l'acronyme BIM, Building Information Management. Alors pour moi, c'est le management de l'information dans le domaine de la construction. Alors quand j'ai dit ça, les gens vont dire ça ne veut pas dire grand-chose, mais c'est concrètement manager de la donnée. Quand on dit information, on parle d'information graphique, donc le modèle, la maquette telle que tout le monde se l'imagine, mais aussi l'information, la data. Concrètement, si vous avez un luminaire dans une maquette, il va être représenté graphiquement en 3D et c'est l'information qui va être à l'intérieur. L'intérêt du BIM, au-delà de ça, c'est d'avoir la capacité d'avoir un échange entre les différents métiers, architectes, bureaux d'études, etc., et de pouvoir échanger des données, échanger des maquettes entre nous. Mais c'est un processus en fait qui pour moi est plutôt collaboratif entre acteurs. Donc avoir la capacité de récupérer les informations d'un autre corps d'État, de pouvoir moi-même échanger aussi ces informations et de ne pas travailler ce qu'on appelle en silo, où chacun va récupérer des plans, etc., redessiner les plans pour les réadapter à sa sauce, etc. Mais aujourd'hui, on parle même de CIM, c'est-à-dire qu'on raisonne à l'échelle de la cité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on était plutôt centré sur un bâtiment, mais je ne veux pas trop m'étendre là-dessus, mais aujourd'hui, on s'aperçoit qu'un bâtiment, il est connecté aussi, il est connecté à des réseaux, il est connecté à des infrastructures, etc. Donc l'idée, c'est d'avoir plutôt une vision macro d'un bâtiment avec de l'information qui puisse être échangée avec l'ensemble des acteurs. Donc la maquette numérique qui fascine tout le monde, en fait, c'est pas le pilier du BIM, c'est plutôt le collaboratif. C'est là-dessus que vous mettez l'accent. Oui, c'est effectivement le collaboratif et certainement pas, effectivement, et c'est pour conclure, pour ceux qui veulent se lancer dans le BIM, il faut être très vigilant sur la notion d'outils et de logiciels. Alors, j'ai rien contre les logiciels parce qu'ils sont nécessaires, mais il faut bien imaginer que c'est pas parce que vous avez des collaborateurs, par exemple, qui travaillent sur un logiciel comme AutoCAD ou autre et qui vont acheter un autre logiciel dit BIM que vous faites du BIM. C'est vraiment une logique aussi de savoir en interne comment on va travailler ensemble, comment on va profiter au mieux des processus et comment on va travailler avec les autres.
Merci Julien Mercier, merci pour cette introduction. On vous retrouve tout à l'heure d'ailleurs dans la table ronde. On va passer à notre deuxième intervenant et j'invite Michel Bernard à cette tribune. Et merci à Julien pour avoir introduit finalement le propos que je vais développer ici, puisque je suis intervenu effectivement à la demande de Sinov dans ce groupe de travail pour travailler sur la normalisation. Et quand on dit normalisation BIM, alors Building Information Management ou Modeling, on parle des deux. On parle à la fois du modèle, donc l'aspect maquette, mais on parle surtout de management. Et précisément dans le cadre de ce groupe de travail, aujourd'hui, les premières normes sur lesquelles on travaille, en l'occurrence, sont celles qui concernent la gestion de projet. Et j'ai rejoint donc ce groupe il y a 1 an. Donc c'est un groupe qui a commencé à travailler il y a 2 ans, en l'occurrence, pour épauler les travaux de l'ISO, donc International Standards Organization, qui a un certain nombre, enfin beaucoup d'ailleurs, d'items de travail. Donc certains concernent la partie purement logicielle, la structuration des données dans les logiciels, la façon de restituer des informations à partir de ces aspects purement numériques. Mais ce qui a démarré bien avant, c'est tout ce qui concerne la gestion de projet. Il y avait une présentation, mais on ne l'a pas sur le PowerPoint. Alors je cherche des yeux dans la salle. Arnaud avait fait l'intégration de ma présentation. Ça va être On a un petit problème technique. Ça va être un peu sec, il n'y aura pas d'image. Bon, quoi qu'il en soit, pour ne pas nous retarder, donc aujourd'hui, dans le cadre de l'ISO, il y a, alors de mémoire, ISO 19650, une série de normes qui sont en cours d'élaboration et qui concernent donc précisément les aspects de gestion de projet, donc la méthodologie pour mettre en place un projet BIM. Pourquoi il est important de s'intéresser à ces normes ? Ce seront en fait des normes que vous pourrez vous voir opposer ou demander par un maître d'ouvrage dans le cadre d'un projet. Le maître d'ouvrage va les spécifier dans le cadre de ce qu'on appelle plus globalement le management de la qualité. Donc aujourd'hui, c'est ISO 9000, 9001. Et ces normes s'inscrivent précisément à l'intérieur de ce management de la qualité. Il ne s'agit pas de dire très exactement ce que vous devez faire et comment vous allez le faire, mais de dresser un panorama complet des passages obligés pour gérer un projet et le mener à bien dans le cadre, encore une fois, de la mise en place de ce BIM, donc de ce management et de cette modélisation de cette maquette. ISO va produire, et donc je pense qu'aujourd'hui c'est déjà publié, 2 normes aujourd'hui qui concernent donc cet aspect management. On ne me retrouvera peut-être pas, mais c'est pas grave. Ce qui a paru essentiel, donc la première chose à dire, c'est que ces normes étaient... combien de pays, je devais dire combien de pays sont représentés à l'EFK, en l'occurrence 26, c'est l'Europe. Oui, et donc le groupe de travail dans lequel je suis représente aujourd'hui ces 26 pays, mais une dizaine de pays sont plus actifs que d'autres. Il faut savoir qu'au départ, ce projet avait été lancé sous obédience anglaise. Bon, c'est un hasard presque, mais les Anglais sont, par rapport à ce que disait Julien tout à l'heure, le BIM est arrivé en 2014 en France. En tout cas, on a entendu parler du BIM à peu près à ce moment-là. En Angleterre, ça remonte, et dans certains pays, même en Allemagne d'ailleurs, un peu plus loin. Et donc, des normes et des standards avaient déjà été élaborés par différents pays, et l'Angleterre en faisant partie, sont arrivés avec un paquet d'éléments, avec leurs dogmes, on va dire, l'ont posé sur la table de l'ISO en disant « prenez ça, vous fatiguez pas ». C'est plus simple, on a déjà fait le travail. Bon, on a déjà on connaît ça dans le monde de la normalisation, c'est ce que font les entreprises quand elles essayent d'imposer leur vue et leur domination éventuelle sur un marché. Donc il était vraiment important de réagir à cela, de ne pas prendre les choses pour argent comptant, même si ce n'est pas une remise en cause de la qualité du travail qui avait été fait, en l'occurrence par les Anglais, et de se dire, bon, d'une part, ça ne correspondait pas nécessairement à la façon de travailler des entreprises de tous les autres pays européens, et en particulier, ça ne correspondait pas du tout à l'esprit dans lequel les TPE pouvaient travailler. Donc le groupe de travail de l'EFK et d'autres sans doute ont été mis en place pour observer ce qui se faisait, contribuer et apporter une contribution efficace et opérationnelle à la rédaction de ces normes. Et donc c'est tout le propos du travail qui a été mené.
Alors, quand je suis devant un écran vide, c'est un petit peu difficile d'illustrer le boulot, mais le résultat est que le groupe de travail va produire pour la fin de l'année un guide d'implémentation, un guide de bonne pratique et de bonne compréhension de cette norme qui va donc être publiée, si ce n'est déjà fait aujourd'hui, au mois de décembre, enfin on y est pratiquement, de façon à ce qu'elle soit, non seulement qu'on explique quels sont les items, les façons dont la méthodologie est décrite dans la norme, mais également que l'on pointe sur les aspects qui n'ont pas été nécessairement traités dans la norme. ISO essaye de faire un dénominateur commun, donc, qui est généralement le plus petit pour l'ensemble des pays, et il y a des aspects qui sont un petit peu sous-évalués ou mal abordés. Donc le groupe de travail a voulu aussi insister sur ces aspects d'une manière très pratique, par exemple expliquer comment mettre en place un conteneur de données dans un projet, pas le mettre en place du point de vue logiciel, du point de vue solution, mais du point de vue pratique, qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce que ça engendre comme responsabilité de la part du maître d'ouvrage, de la part des entreprises. Donc c'est tout ce travail, disons, d'accompagnement et de pédagogie autour d'une norme qui va s'imposer dès lors, encore une fois, que vous serez dans des marchés, notamment des marchés publics, mais pas que, et que vous aurez à montrer de quelle manière vous assurez la qualité de votre process BIM au service d'un projet de construction. Et je terminerai cette présentation très illustrée par une petite observation, parce que donc je suis architecte de formation, et puis je suis tombé dans le SIG tout petit, il y a 35 ans, et dans ce cadre-là, donc système d'information géographique, j'ai entendu exactement les mêmes préoccupations. À l'époque, on disait un SIG, non, ce n'est pas qu'un logiciel, ce n'est pas que ArcGIS, pour ceux qui connaissent, ou MapInfo ou je ne sais quoi, mais c'est un projet, c'est un système d'information à mettre en place entre plusieurs acteurs. Et dans le BIM, c'est vraiment ça qui est important. C'est pas de savoir si vous travaillez avec Revit, avec un autre produit. On trouvera toujours des produits permettant de faire de la maquette numérique, mais le plus important, c'est comment on va échanger et comment, dans le cadre d'un projet, on va pouvoir mettre, disons, au service de l'ensemble des professionnels autour de la maquette les bonnes informations au bon moment. Et tout ça, c'est exactement la même problématique. Les logiciels doivent se mettre, je dirais, au service du projet et pas l'inverse. Et ce qui est important, et je termine là-dessus, dans le cadre de l'EFK, comme d'autres organismes, on est extrêmement vigilant et on essaye d'être force de proposition, parce qu'il faut être positif, mais aussi, disons, force de défense vis-à-vis des grands éditeurs de logiciels qui vont, par leur puissance, essayer de vous imposer des modes de travail. On pense évidemment aux leaders mondiaux, mais pas que. Les choses vont très vite dans la transition numérique. Il faut voir la vitesse à laquelle les entreprises arrivent à prendre des positions dominantes. On dit que dans le domaine de l'IT en général, c'est le winner takes all. Est-ce que le winner dans le cadre du BIM va tout rafler? Il faut vraiment l'éviter. Et la seule façon de l'éviter, une des façons de l'éviter, c'est de peser assez lourd justement dans l'élaboration de ces normes pour pouvoir les imposer et laisser la possibilité, notamment dans le marché de l'open data, de l'open source, de l'open BIM, laisser la possibilité à un écosystème de trouver sa vie, de trouver sa position et de nous permettre de trouver des solutions acceptables par l'ensemble des acteurs. Sinon, ce sera effectivement, s'il n'y a pas de normes à opposer, s'il n'y a pas de règles, s'il n'y a pas de législation, de réglementation, c'est un très gros risque pour l'industrie en général que de se voir imposer un modèle unique et une méthodologie unique par un seul éditeur ou une seule entreprise. Voilà, je termine sur cette observation. Cette norme ISO, elle va être traduite en norme européenne, puis probablement en norme française. Oui, alors ce que j'oubliais de dire, effectivement, c'est que là, de toute façon, il n'y a pas eu de bagarre entre le CEN et l'ISO, comme ça peut avoir lieu dans d'autres domaines, donc sur d'autres sujets. Donc le CEN travaille avec l'ISO, donc dès que la norme ISO est publiée, le CEN la reprend, et de fait, l'AFNOR le fera en copier-coller. Exactement. C'est un copier-coller, il n'y aura pas d'enrichissement au niveau européen? Non, parce qu'il y a eu une collaboration de toute façon. Qui est déjà faite. Alors que dans le domaine du SIG, effectivement,
je me rappelle qu'effectivement, il y avait le Seine d'un côté, l'ISO de l'autre, et que finalement, c'était un petit peu une bagarre et du temps perdu. Bon, j'imagine que dès que cette norme sera disponible, on la retrouvera sur le site internet de Sinov avec la contribution de l'EFCA, donc sous forme d'une brochure qui fait 35 pages et qui va être assortie d'un certain nombre d'annexes, mais surtout dans ces 35 pages, donc une lecture commentée, critiquée, mais de manière enrichissante, de la norme en question, et donc qui sera publiée et mise à disposition effectivement par Sinov. Merci Michel Bernard, merci pour ces explications. Désolé pour côté un peu